Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Ce nouvel épisode de Nom d'un clito est enregistré sous le signe des Célines, puisqu'aujourd'hui je reçois Céline Robert. Bonjour Céline et bienvenue. Bonjour Céline. Dans cet épisode, Céline, tu viens apporter ton témoignage sur ton parcours marqué par la dépendance affective et comment celle-ci a influencé ta relation à ton corps, ta sexualité et ton amour-propre. Et au-delà de ça, Céline, dans cet épisode, tu partages aussi la manière dont tu as repris ton pouvoir en te libérant des croyances limitantes et en retrouvant ton autonomie émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, tu guides d'autres femmes à en faire de même en les aidant à se reconnecter à elles-mêmes et à briller aussi. Alors Céline, je lance la première question. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Nom d'un clito. Interview. Donc Céline, comme je le disais en préambule, tu as connu la dépendance affective, un sujet qui touche de nombreux aspects de la vie. Comment est-ce que cette expérience t'a affecté, toi, dans ta relation de un à ton propre corps et de deux dans ta sexualité? Alors, la dépendance affective, en fait, je l'ai vécue pendant quand même assez longtemps. Et justement, c'est mon corps qui m'a dit stop. Je pense que s'il m'avait pas dit stop, je m'en serais pas rendu compte. J'aurais continué sur les mêmes schémas. La dépendance affective, en fait, elle m'a coupé littéralement de mes envies, en fait, de ce que mon corps pouvait souhaiter pour moi. C'était comme une barrière en fait entre les émotions et mon corps. Au niveau de la sexualité, bah, c'était un peu du grand n'importe quoi. C'était un peu on va dire mon bouclier. Mon corps me permettait de me protéger des émotions, de ce que je pouvais vraiment penser ou être même. Ouais, j'ai eu une sexualité assez perturbée avec le recul, hein, bien sûr, parce que quand je vivais tout ça, je m'en rendais absolument pas compte. Mais je pense que c'est surtout ma sexualité ouais, qui a bien trinqué et les émotions, je les ai un petit peu étouffées en fait. Et Céline, est-ce que tu pourrais dire que la confiance que tu avais en toi ou le pas trop de confiance, je ne sais pas quel était ton niveau de confiance à cette époque, est-ce qu'il était souvent lié à l'approbation de tes partenaires, soit dans la vie de tous les jours, soit en lien avec vos rapports intimes? J'avais pas du tout confiance en moi, mais absolument pas. Hein, je pense que c'est un peu le point de départ en fait qui fait qu'on tombe d'une certaine façon dans la dépendance affective quand on se sent pas reconnu non plus hein, dans sa famille. Même si moi aujourd'hui je suis complètement ok, voilà, avec ce qu'ont fait mes parents. Hein, bien sûr, ils ont fait de leur mieux, mais en tout cas ça a été un point de départ. Le fait de pas avoir confiance en moi, de grandir comme ça, a fait que pour arriver en fait à presque j'ai envie de dire à exister eh bien, c'était dans la relation amoureuse. Hein. Il n'y avait que comme ça, en fait, que j'avais l'impression d'avoir une place, d'être aimée, ce que je pensais être aimée d'ailleurs. Et c'est vrai que pour avoir, en fait, confiance en moi, il fallait que j'existe à travers le regard de l'autre. Donc, j'étais prête finalement à accepter bah, tout et n'importe quoi. Donc, pas forcément d'être respectée au niveau sexuel, eh bien, peut-être aussi d'accepter des choses que je voulais pas. Et sur le moment, je ne savais pas vraiment que je ne voulais pas. Je le faisais parce que c'était comme une monnaie d'échange, entre guillemets, pour se faire aimer. Et en face de moi, j'avais pas forcément des personnes qui étaient forcément malveillantes. Hein. C'est moi, en fait, qui me positionnais vraiment dans ce schéma-là, en fait. Persuadée que en acceptant tout,
forcément, je me ferais aimer, ce qui était absolument pas le cas. Oui, je peux imaginer que ça avait une grosse influence parce que la personne en face ne voyait pas la vraie Céline. Absolument, ouais. Le corps a été mon meilleur, on va dire, mon meilleur bouclier pour peut-être pas qu'on aille voir en fait qui se cachait derrière, hein. La jeune fille qui avait pas confiance en elle, qui avait l'impression de pas être suffisamment bien pour être aimée, et donc pour éviter qu'on s'attarde un petit peu sur cette partie-là de moi, je mettais en avant, ouais, peut-être plus mon corps, le fait de d'avoir une sexualité très débridée en fait. C'est un fonctionnement que j'ai vraiment créé tout doucement, j'ai envie de dire de l'adolescence jusqu'à il y a pas si longtemps que ça encore, hein, il y a peut-être, je sais pas, je dirais 4 ans. Et tu parles de ton corps et au début, tu parlais aussi que c'est ton corps qui a donné les signaux, les premiers signes de ça suffit. Quelle forme ils ont pris ces signaux physiques pour dire stop, arrête là, Céline, ça va trop loin. Le côté émotionnel qui a été un premier déclencheur. De se rendre compte en fait de cette dépendance affective, du mal, enfin de tout ce que ça pouvait réveiller, c'était tellement fort que je me suis en fait lancée dans une relation de dépendance affective encore plus forte, où j'ai voulu étouffer ces émotions, donc cette première alerte, j'ai envie de dire, qui fait qu'on n'est plus du tout aligné. J'avais rencontré quelqu'un qui aimait bien faire la fête, qui aimait bien boire. Je complétais cette dépendance affective avec une autre forme de dépendance, donc du coup à l'alcool, pour arriver à piéger mes émotions, à pas les faire sortir, à pas les faire ressentir. Et en fait, l'étape d'après, ça a été effectivement le corps. Pas de récupération, une fatigue, une absence de projet, une absence d'envie, en fait. Mon corps était tout crispé. La colère avait pris une place tellement énorme. Puis bon, ben voilà, l'alcool, à un moment donné, ben, on voit bien que ça fait beaucoup de dégâts aussi. Le fait d'avoir des enfants, quand on a ses enfants et que continue sur un schéma toxique, on se dit, bon, quel modèle je vais renvoyer après à mes filles, parce que j'ai 2 filles. Là, j'ai vu en fait une limite et j'ai dit, bon, ben stop, quoi. C'est pas la vie que je veux. Ce que j'entends là, c'est que ça a vraiment été une grosse prise de conscience où tu as vu des changements dans ton corps, dans ta manière d'être, et en plus la maternité qui t'a vraiment donné ce gros déclic. Ça t'a fait dire stop aux relations toxiques, ou en tout cas à ce schéma qui était répétitif. De quelle manière, toi, tu t'en es sortie, Céline? Comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir des enfants, quand même. C'est comme quelqu'un qui arrête de fumer. Il a fallu plusieurs étapes, en fait, plusieurs essais pour y arriver, en fait. Et oui, effectivement, on va dire sur le dernier déclic, ça a été mes enfants et la vie que je voulais pour moi. Et puis c'était un peu avant Noël. Avec mon côté rêveuse, j'avais mes enfants, je voulais quelque chose vraiment de bien pour eux, quoi. Et ça prenait des proportions pas possibles. L'ambiance était vraiment pesante pour moi comme pour eux. Et là, je me suis dit, oh, mon Dieu, je peux pas leur infliger ça. Et il y a un petit truc aussi que je fais, alors parce que j'ai un sapin de Noël artificiel. Quand j'ouvre la boîte tous les ans pour le monter, je me dis tout le temps, là, maintenant, je suis dans telle situation. Et quand je le referme, je dis, oh, dans un an, quand je vais le rouvrir, où est-ce que je vais être? Et je faisais ça, en fait, à chaque fois, parce que j'ai pas mal déménagé. Donc, il y avait plein de surprises qui se passaient quand même dans ma vie. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois? Et vraiment, cette prise de conscience de se dire, je pense que la prochaine fois que je vais le réouvrir, ça va pas être terrible si je change pas quelque chose non plus, quoi. Donc, le déclic, ça a été aussi plein de petits stops avant. Et celui-ci a été touché trop de symbolique pour que je le laisse passer cette fois. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. C'est Céline Guillan qui te parle dans le micro du Clito. Je suis de retour avec Céline Robert, avec qui je parle du sujet de l'impact de la dépendance affective sur la vie intime des femmes. Alors, juste avant la pause, Céline, tu nous parlais de ces déclics, de ce qui t'avait fait prendre conscience que ça allait trop loin et que tu as dit stop. Et tu parlais de cet instant de Noël avec le sapin de Noël où à chaque fois, il y avait comme une introspection. Et aujourd'hui, Céline, tu accompagnes les femmes en situation de dépendance affective. Selon ton expérience de femme à toi et de coach, la dépendance affective
peut-elle faire ressentir la sexualité comme une obligation? Ça peut être comme une monnaie d'échange un peu quand on a un modèle aussi hein, de vie de couple, de la relation homme-femme où enfin, ça peut paraître arriéré parce qu'aujourd'hui les choses quand même bougent à ce niveau-là, c'est plutôt positif. Mais on va dire moi, de ma génération, j'ai souvenir que pour avoir cette attention de l'homme, il fallait quand même se permettre, oser en fait pas mal de choses au niveau sexuel. La relation pouvait vite être biaisée et centrée en fait là-dessus. Le plaisir de la femme passait en dernier, voire n'existait pas. Et donc on met pas en avant ce qu'on est vraiment. Après, chaque femme vit la dépendance affective à sa façon. Hein. Il y a des femmes qui vont pas forcément mettre la sexualité en avant. Moi, ça a été mon cas. Parmi tes clientes, est-ce que tu en vois souvent qui ont un fort sentiment de honte ou de culpabilité par rapport à ces situations de dépendance affective en faisant des choses qu'elles n'avaient pas envie de faire? Tu parlais de la sexualité, de ce que toi tu as expérimenté auparavant. Est-ce que parfois, ouais, tu arrives face à des cas où la honte et la culpabilité sont vraiment très très présents? Au départ, on la ressent pas cette honte en fait, parce que il n'y a pas encore ce recul pour se rendre compte de ce qui s'est vraiment passé. Et la honte, ouais, vient après. Mais je crois que la honte, c'est un passage logique. On explique aussi que d'avoir vécu ça, ça a servi à quelque chose. Hein. C'est pas, comment dire, la vie qui nous met devant des épreuves gratuitement. Allez, parce que c'est toi. On montre aussi que la personne a vécu ça parce qu'elle est rentrée dans ce fonctionnement-là. Et c'est à ce moment-là où la personne commence à comprendre un petit peu plus comment elle s'est retrouvée à faire ce genre de choses. Pourquoi elle a accepté ce genre de choses. Et le fait de le déconstruire, de le regarder, de le décortiquer un petit peu, on l'accepte. Après, on est bienveillant envers soi, on comprend mieux pourquoi on a accepté telle chose, en fait. Et moi, je suis là aussi pour rappeler à la personne que non, 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 c'est OK parce que vous l'avez fait pour telle et telle raison. Mais vous avez le droit de ressentir de la honte pour autant, en fait. On n'est pas obligé de mettre ça complètement de côté, quoi. De pas l'entendre, en tout cas. Mais de le faire vivre, de l'accueillir et puis de l'accepter. Et j'ai entendu dans ta réponse le mot normal et ça m'a fait penser à cette question suivante, Céline. Quand tu es en situation de dépendance affective, que tu pousses tes limites, est-ce que certaines choses que tu peux faire dans ces cas, tu peux l'assimiler à une forme de normalité? Bon, c'est normal de faire ça dans la relation. Je pense que la dépendance affective, elle est énormément liée à ces fausses normes, en fait, qu'on a vues en grandissant. On s'est construit là-dessus, sur ces fameuses normes hein, en société qui bougent pas mal aujourd'hui, mais qui ont encore la peau dure. La normalité, c'était voilà, de répondre aux besoins de l'homme. Hein. C'est quand même c'est pas si vieux que ça. Donc la normalité, c'est ça, c'est la femme ne s'écoute pas, elle se met de côté, et puis c'est l'homme qui décide en fait. Et donc c'est de sortir un petit peu de cette norme. La première panique que j'ai moi chez mes clientes par rapport à la dépendance affective, c'est oh, qu'est-ce que je vais construire à la place? Si je sors de ces normes-là, purée, mais qu'est-ce que je vais mettre? On se dit oui, il faut être indépendante, il faut être autonome. Ok, mais ça ressemble à quoi? Souvent, c'est même montré du doigt. On pense qu'une femme qui est libre et autonome, ça va être une femme égoïste, qui méprise les gens, alors que pas du tout. Donc, voilà, si c'est pour aller vers ce genre d'image, ça, c'est pas vendeur. Donc, voilà, d'apprendre en fait à mes clientes, et ben en fait, c'est le jackpot. Vous allez pouvoir inventer la vie qui vous plaît. Donc on va sortir de ce qu'on lit dans les magazines, on va sortir de ce qu'on entend, même de ce que les copines disent, et on va se créer sa propre vie en fait. Euh, et ben ça fait peur parce que le cerveau il a besoin d'être rassuré. L'inconnu, il aime pas trop. Il est en mode survie H24. Alors, si vous lui dites, oh, bah, la dépendance affective, on met, ouais, mais je vais mettre quoi à la place? La liberté? Oh, la liberté peut faire peur aussi. Le bonheur peut aussi faire peur. Donc, on travaille ça. Ça, c'est une grosse étape aussi.
sur les parcours de coaching, qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Rassurer aussi, hein, rassurer la cliente, pas de panique. Il y a des belles choses à faire après. Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Et Céline, dis-moi, c'est quoi le risque quand il y a des dépendances, des relations de dépendance affective, si on fait rien du tout? Alors, ta question là, elle tombe bien parce que justement la dépendance affective, on va dire, c'est quelque chose de très répandu, de entre guillemets, je dirais de très banal parce qu'on a vite fait de tomber dans la dépendance affective à partir du moment où on veut de l'attention, hein, donc ça peut être même avec des amis. Par contre, bah, dans la relation amoureuse, eh ben, c'est de monter en fait dans des relations de plus en plus toxiques en fait. Parce que au bout d'un moment, la dépendance affective, voilà, on devient un peu insupportable avec l'autre parce qu'on devient, comment dire, ça peut être de la jalousie, de la possessivité, et du coup, là, c'est par exemple la relation se termine et on va avoir une perte de confiance en soi encore plus importante parce qu'en plus on peut se faire, voilà, on se fait larguer par exemple, l'estime de soi elle est vraiment hyper down, et ben qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on va se tourner dans une relation mais encore pire en fait. Quand l'image de soi est hyper abîmée, on peut se retrouver avec quelqu'un bah, qui vous tape dessus en fait. Et c'est par là qu'on peut aller aussi. Voilà, il y a de la manipulation, quand il y a de la manipulation et de la violence, ça peut devenir dangereux. Et en sortir, c'est pas le même combat. Donc oui, c'est important d'être accompagné rapidement. Et je pense aux personnes qui des fois ne sont pas prêtes à vouloir se faire accompagner pour la dépendance affective. Bah, c'est simplement voilà, d'appeler un thérapeute ou un coach et de lui dire bah voilà, j'aimerais juste vider mon sac par rapport à ça. Je me pose des questions. Ça, j'ai pas forcément envie de commencer un travail, mais j'ai besoin déjà d'en parler avec une personne extérieure. C'est toujours une petite pierre qu'on pose sur l'édifice pour commencer à construire quelque chose de nouveau, pour être un peu plus épanoui après. Et pour les femmes, Céline, qui auraient peut-être pas envie de suite d'aller vers un thérapeute, un coach, est-ce qu'il existe des associations où elles peuvent en parler, des groupes de parole par rapport à ça? Alors, il y a des associations ouais, en France pour défendre les femmes. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de ne pas attendre d'arriver dans ce genre de situation pour aller en parler, en fait. Hein. Et il y a vraiment beaucoup de femmes qui sont dépendantes affectives. Et c'est pas honteux. Hein. On s'est juste construit sur des schémas un petit peu erronés. C'est simplement d'aller voir quelqu'un pour en parler et de pas attendre justement de tomber dans de la violence. Parce que après, oui, effectivement, il y a des associations voilà, pour les femmes violentées. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas le même parcours. Là, on rentre, il y a des assos et pour autant, il y a pas, voilà, les femmes ont du mal aussi à franchir ce cap-là. Parce que ça prend en compte beaucoup de, voilà, ça peut être la peur aussi du conjoint, ça peut ne pas avoir le soutien de la famille non plus. Moi, je suis pas spécialisée dans ce domaine-là, mais je sais qu'il y a des assos, voilà, pour les femmes qui peuvent être battues ou maltraitées en tout cas. Et toi, Céline, au cours de tes accompagnements, quelles pratiques est-ce que tu proposes à tes clientes pour qu'elles apprennent à retrouver une attention bienveillante, peut-être même plus de douceur envers elles-mêmes? Alors, c'est vrai qu'au travers de l'accompagnement que je propose, on déconstruit aussi le couple parental. On va essayer de se réconcilier avec ses parents. On essaie de moins idéaliser ses parents. C'est vrai que souvent le pardon aide énormément parce que souvent on aura tendance à vouloir tout rejeter de la faute. Ouais, c'est de la faute de mes parents parce qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et c'est d'essayer de ramener en fait la responsabilité à tout le monde. Je fais beaucoup de vocaux aussi entre les séances parce qu'il y a des moments où bah forcément faire face à son histoire, à son adolescence, à son rapport à ses parents, ça bouscule. Et ça permet à la personne bah, déjà de pas se sentir seule parce qu'évidemment hein, ça se fait pas en un claquement de doigts. On travaille aussi beaucoup sur l'enfant intérieur parce que finalement, on revit, on rejoue des moments qu'on a vécus auprès de nos parents quand on était petit, un manque d'attention, un manque d'affection. Et là encore, on ramène la responsabilité à tout le monde. On se rend compte aussi qu'on voit avec ses yeux d'enfant. On vient aussi apprendre à se réconforter soi-même. Voilà un peu comment est-ce que en gros, comment ça peut fonctionner parce qu'après, ça dépend du rythme de chacun et des fragilités de chacune. J'adapte. Et ma dernière question pour toi aujourd'hui, Céline, c'est
la suivante. En tant que femme épanouie et indépendante, on reparle de la liberté, de l'indépendance. Quel message d'encouragement tu as envie de donner à celles qui se sentent encore piégées par la dépendance affective, pour autant elles s'y reconnaissent, pour les aider à se reconnecter à leur pouvoir personnel et éventuellement à leur amour-propre? Alors, vraiment, moi, ce que je conseille par-dessus tout, c'est d'aller consulter un thérapeute ou de se faire accompagner parce que tout seul, sincèrement, c'est compliqué. On a trop d'automatismes, notre cerveau, il est trop puissant pour arriver à... Ou alors si, mais ça va prendre énormément de temps, il faudra peut-être repasser encore par des schémas répétitifs. Et il y a vraiment des belles choses à construire quand on sort de la dépendance affective, ça c'est certain. Se réapproprier son corps, écouter ses émotions, avoir une vie sexuelle épanouie. Tout est nouveau hein, derrière. Ça peut faire peur, hein, mais je pense que c'est aussi un bel exemple pour les jeunes femmes là qui sont en train de grandir. C'est quelque chose qui va se répercuter sur les unes et les autres, hein. Si dans un groupe de copines, il y en a une qui se prend en main là-dessus et puis qui a envie de s'en sortir et qui est super épanouie, les gens vont le faire pour eux, mais ça va éclabousser les gens autour d'eux aussi. Donc, c'est un cercle vertueux et qu'il faut vraiment encourager. Les femmes ont le droit à la liberté, ont le droit au plaisir. C'est quelque chose qui est possible. Mais l'idéal, c'est vraiment l'accompagnement, voilà, pour se faire soutenir parce que c'est pas évident d'en sortir tout seul. Et comme tu disais aussi, pour que toi, tu puisses, ou en tout cas que la personne qui accompagne puisse mettre des mots, puisse recadrer quand il y a besoin pour faire en sorte que la cliente apprenne à se voir de manière différente. Absolument, oui. Ouais, à se permettre d'être qui elle est, à se l'autoriser. Et donc, ça ouvre plein d'autres portes. S'autoriser à avoir une relation épanouie, s'autoriser à être heureuse aussi seule, hein, parce que on peut aussi avoir les deux en fait, hein. Quand on parlait de normes tout à l'heure, c'est soit on est en couple, soit on est célibataire. Non, on peut être très heureuse en sa propre compagnie et également avoir une relation amoureuse épanouie en plus à côté, hein. La vie, il y a le gâteau, la relation amoureuse, c'est une partie de la déco du gâteau, c'est pas tout le gâteau. Vous êtes le gâteau en fait. C'est peut-être de remettre à sa place les relations finalement et revenir au centre de sa vie, quoi. Ben voilà, Céline, cette interview arrive à son terme. J'ai été ravie vraiment de te voir participer, de t'entendre, d'entendre ton message. Merci à toi. Pour retrouver toutes les offres de Céline Robert, jette un œil, peut-être même les deux, au descriptif de cet épisode. Si toi aussi tu es une experte ou un expert et que tu souhaites partager ton message, réserve ton appel pour qu'on en parle. À bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!